Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle analyse de séquence. Aujourd'hui, James Bond contre Dr. No, un film de 1962 réalisé par le réalisateur britannique Terence Young. Alors, James Bond contre Dr. No, c'est donc la première aventure cinématographique de James Bond. On va rappeler d'abord que Ian Fleming, l'auteur des livres, avait commencé à écrire les aventures de James Bond installé tranquillement dans sa maison de Jamaïque à partir de 1952, que le tout premier livre c'est Casino Royale, et donc ce premier livre n'a pas été choisi pour être adapté en premier. Alors, la genèse de l'arrivée de James Bond au cinéma, c'est assez long. Ce qu'on peut dire, c'est que pendant les années 50, eh bien, il y a des tentatives de séries télévisées, il y a des tentatives aussi de bandes dessinées, mais que pour que James Bond devienne un personnage de cinéma, il faut que les droits soient cédés par Ian Fleming. Alors, c'est très compliqué parce que Ian Fleming ne veut pas céder ses droits forcément à n'importe quel prix. Et donc, justement, on va voir ça dans l'extrait que nous avons choisi. Alors, l'histoire de Dr. No, en fait, est très simple et peut-être ça va contraster avec l'idée de certains spectateurs qui se fondent un peu sur les James Bond récents. Parce que on a parfois comme idée préconçue que les aventures de James Bond sont assez complexes, avec des intrigues et des sous-intrigues. Et en fait, l'histoire de Dr. No finalement est extrêmement simple. En Jamaïque, un des agents secrets britanniques a été assassiné. Et donc, on envoie James Bond pour enquêter sur cette disparition. Et James Bond donc va chercher qui est le responsable de cette disparition. L'histoire est extrêmement simple. Donc, je vous propose de commencer tout de suite notre extrait. L'extrait que nous avons choisi, c'est un extrait qui se situe au début du film, qui correspond tout simplement à la présentation de James Bond, la première fois qu'il apparaît au cinéma. Et donc l'enjeu de cette séquence, c'est bien évidemment quelle image de James Bond on veut mettre en place aux yeux du spectateur en 1962 par l'intermédiaire de ce premier film et par l'intermédiaire de cette première apparition. C'est parti. Tout d'abord, je m'arrête sur le premier plan de cet extrait, c'est-à-dire un plan sur le panneau de présentation du Cercle des Ambassadeurs à Londres. Alors d'abord, c'est un endroit célèbre de Londres, donc Terence Young, le réalisateur, tient à ancrer déjà cette histoire dans une ambiance qui est typiquement britannique. Ensuite, ce lieu a une importance un petit peu plus ou moins anecdotique parce que il se trouve que lorsque les droits étaient en train d'être négociés, eh bien, Albert Broccoli, qui est le producteur important de la série des James Bond, avait envoyé son collaborateur Irving Allen pour rencontrer Ian Fleming dans ce même cercle des ambassadeurs, fin des années 50, pour essayer d'obtenir les droits. Mais Irving Allen n'était pas forcément très diplomate, en tout cas, il n'était pas non plus peut-être le plus motivé pour obtenir les droits, et donc ça avait échoué. Donc c'est assez drôle finalement de se dire qu'il y a cette image dans James Bond contre Dr. No du cercle des ambassadeurs, alors que c'est l'endroit qui avait marqué le premier échec de tentative d'adaptation de James Bond au cinéma. Puisqu'on est en train de parler d'Albert Broccoli, donc c'est d'abord le Canadien Harry Saltzman qui a obtenu les droits auprès de Ian Fleming, et ensuite Broccoli, qui était très intéressé, qui depuis plusieurs années voulait les droits, a été voir Harry Saltzman et a dû s'associer à lui parce que Saltzman ne voulait pas lâcher les droits. Broccoli et Saltzman ensemble créent une société de production qui s'appelle E.ON, Everything or Nothing, c'est-à-dire tout ou rien. Et cette société de production va produire donc les James Bond qu'on connaît. Donc après, peut-être qu'on pourrait aussi préciser que pour obtenir une distribution du film dans le monde entier, eh bien, Broccoli et Saltzman vont faire appel à un distributeur important, United Artists, aux États-Unis. Donc voilà pour cette petite anecdote de ce début d'extrait. On continue. Excuse me, sir, are you a member? No, I'm looking for Mr. James Bond. What name should I say, sir? Just give him my card, will you? Would you like to leave your coat over there, sir? Ce cercle des ambassadeurs est d'abord un endroit très luxueux, plein de faste. Alors, il faut rappeler sûrement que Ian Fleming était très adepte, aimait beaucoup
ce genre d'endroits, les casinos. Et d'ailleurs, donc le premier livre, c'est Casino Royale. On se souvient d'ailleurs de la première apparition de Daniel Craig au cinéma en James Bond dans le film Casino Royale, et donc un film dans lequel évidemment les scènes de casino sont très très nombreuses. On peut dire aussi que Terence Young, le réalisateur, est quelqu'un qui est proche aussi de Ian Fleming par justement cet intérêt pour ces endroits fastueux. Et donc Terence Young aimait beaucoup évidemment aussi ces endroits, ces casinos, ces endroits de luxe. Voilà. Donc ça c'est le premier point qu'il faut dire sur cet endroit. Depuis qu'on a vu dans l'extrait le panneau Le Cercle, on a eu ensuite un fondu enchaîné donc, qui a fait le lien entre deux travelling. Le premier travelling sur la pancarte Le Cercle et ensuite le deuxième travelling qui fait suite à ce fondu enchaîné. Et donc on a l'impression, grâce à cette mise en scène, d'entrer vraiment dans le bâtiment. Ensuite, ce qu'on vient de voir, c'est un personnage qui cherche James Bond. C'est-à-dire que, alors que le premier plan dans le cercle ne nous présente pas du tout Sean Connery, eh bien, Sean Connery est déjà présent, enfin en tout cas James Bond est déjà présent, même dans un plan où il n'apparaît pas, mais par son nom. Ensuite, on pourra dire tout au long de cet extrait que ça a beau être un film britannique, eh bien, le film est très très marqué par la mise en scène du cinéma classique hollywoodien qui a été mise en place entre les années 20 et la fin des années 50. Je pense à ça ici parce que on a en fait un travelling d'accompagnement qui va en fait très naturellement suivre dans le plan qu'on vient de voir le majordome, enfin en tout cas l'employé du cercle, et on va utiliser cet employé pour suivre, pour que la caméra suive cet employé avec un travelling d'accompagnement et qu'on aille découvrir l'endroit. On verra dans tout cet extrait, on pourra rappeler à d'autres moments que tout est fait pour que le montage soit fluide et transparent, pour que rien ne vienne heurter l'attention du spectateur. Tout doit se faire parfaitement dans une grande transparence, une grande fluidité, ce qui est très caractéristique du cinéma classique hollywoodien, même si ici on est dans du cinéma britannique. Voilà. Donc, vous voyez que finalement l'employé du cercle n'était qu'un prétexte pour pouvoir s'engouffrer dans cette pièce, puisqu'en fait, au moment où on vient de s'arrêter sur ce plan, il est complètement perdu dans la foule, et en fait, ce qui nous importe maintenant, c'est plus du tout cet employé, mais le lieu, le cadre. 200 livres à la banque. Oh, Suivi. Suivi. Carte. Carte. Dans ce plan sur lequel je viens de m'arrêter, eh bien, on constate quelque chose d'étrange, c'est qu'il y a plein de monde dans le cadre, beaucoup d'acteurs, mais en fait, il n'y a que deux acteurs, deux personnages qui nous intéressent. D'abord, le personnage de cette femme brune avec cette robe rouge qui évidemment se démarque, alors c'est grâce à l'éclairage vraisemblablement, la robe rouge, la peau blanche de cette femme et le contraste avec sa chevelure brune. Donc elle attire l'attention du spectateur. Et puis d'autre part, sur la droite, les mains de Sean Connery qui n'est pas encore apparu. Donc on voit plein de monde dans le cadre, mais pourtant il n'y a que deux personnages qui nous intéressent. Ici, vous constatez que en fait, on prend bien soin de présenter James Bond, Sean Connery, d'une manière comment dire, très progressive. C'est-à-dire que ici, on ne doit pas dévoiler tout de suite l'acteur principal, le personnage principal. On présente ce personnage un petit peu comme dans un striptease, c'est-à-dire où on donnerait des éléments petit à petit. Ce qu'on vient de voir dans les plans précédents, c'est d'abord un petit peu les doigts de Sean Connery. Ensuite, maintenant, on voit un peu plus, on voit les avant-bras, et donc on essaye de deviner un peu plus. Et il faut attendre comme ça progressivement les plans pour pouvoir se dévoiler la star. Bon, il faut rappeler qu'à cette époque, Sean Connery n'est pas encore une star, mais en tout cas, l'acteur qui est censé devenir James Bond, donc qui est censé devenir une star. À ce sujet, je pense aussi très naturellement au film de 1969, Au service secret de Sa Majesté, le seul film avec George Lazenby, où le début du film est très marqué justement par une présentation très progressive de George Lazenby. Il est dans une voiture et puis donc on le voit comme ça prendre des objets, bouger les mains, etc. Et il faut attendre un long moment et de nombreux plans pour que ensuite on puisse découvrir enfin le visage de George Lazenby. Donc c'est finalement quelque chose qu'on retrouvera dans d'autres James Bond. À noter d'ailleurs que le réalisateur de Au service secret de Sa Majesté est Peter Hunt, et c'est tout simplement le monteur de Terence Young dans les premiers James Bond. 7 à la banque.
J'ai 100 livres à la banque. Suivi. Banque au suivi. Ici, plan très intéressant qui continue à participer à nous dévoiler progressivement James Bond. Ce plan, il est tout simplement marqué par un travelling arrière, qui est un travelling qui va nous dévoiler progressivement James Bond, et on utilise aussi ici une faible profondeur de champ, c'est-à-dire que ce qui est tout proche de la caméra est flou, et donc au tout début du plan, eh bien, James Bond est complètement dans le flou, et au fur et à mesure que le travelling se fait, c'est-à-dire au fur et à mesure que la caméra recule, eh bien, nous avons James Bond donc, qui entre dans la profondeur de champ, qui entre dans la zone de netteté. Donc non seulement on le voit de plus en plus, mais surtout il entre dans la zone de netteté. Alors c'est peut-être assez drôle d'ailleurs de se dire que le personnage que tout le monde attend de voir, eh bien on le présente dans une zone de flou et non pas dans une zone de net. C'est-à-dire que les yeux sont rivés sur le côté flou, alors que normalement on a plutôt les yeux rivés sur le côté net. C'est-à-dire que là vous avez une utilisation de la profondeur de champ qui est finalement assez originale. Ah, Carte. 8 à la banque. suivi. C'est suivi. The house will cover the difference. Bien, madame. Oui, monsieur. Changeur, s'il vous plaît. Car. Carte. 9 à la banque. I Une need carte. another 1,000. I admire your courage, Miss. Nouvel arrêt ici sur un plan très important. C'est un plan justement assez appuyé sur, ici un gros plan sur les mains de Sean Connery. Alors il y a déjà beaucoup de choses évidemment dans ce plan-là. Alors c'est un plan évidemment qui prépare le plan où on va découvrir le visage de Sean Connery. Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait qu'il prend des cigarettes, donc il va amener la cigarette à sa bouche, donc c'est quelque chose qui va nous mener forcément vers son visage. Ensuite, il y a une des caractéristiques de James Bond, évidemment, dans ce film, c'est un peu le magnétisme sexuel. Et donc, ici, vous avez déjà, le réalisateur se concentre un peu sur les mains, sur ce qu'il peut y avoir comme ça de, je dirais pas d'érotique, mais en tout cas de sexy déjà un petit peu dans les mains de cet homme. Et puis aussi, c'est la montre sur le côté droit du cadre, c'est aussi les boutons de manchette, c'est la chemise blanche, c'est-à-dire c'est plein de choses qui sont déjà, qui vont créer le personnage de James Bond, notamment par son élégance, par son raffinement. French. Alors, je m'arrête aussi forcément sur le personnage donc, de Sylvia Trench, incarné par Eunice Gayson. Vous avez constaté dans ce début d'extrait que c'est surtout elle, en fait, elle a à peu près le même poids que James Bond dans ce début d'extrait, et c'est surtout elle qui a droit ici à des plans rapprochés. Parce que c'est elle qui prend le dessus pour l'instant, et puis comme on n'a pas le droit pour l'instant de voir James Bond, eh bien on ne peut voir James Bond qu'à travers les yeux de cette femme. À noter que, évidemment, c'est une femme qui attire le regard par sa beauté, par la robe rouge et par la blancheur de sa peau qui contraste avec tous les smokings présents, on l'a dit. Mais à noter aussi que cette actrice, Eunice Gayson, est présente dans le film parce qu'elle avait déjà travaillé avec Terence Young, et c'est déjà, et c'est le cas d'ailleurs de nombreux acteurs. On parlera tout à l'heure de Moneypenny, Lois Maxwell, qui avait aussi participé à des tournages avec le réalisateur, Terence Young. Et donc, il y a beaucoup d'acteurs ici ou de collaborateurs qui sont présents ici parce qu'ils ont déjà travaillé avec l'équipe technique. A noter que le choix de Terence Young ne s'était pas tout de suite imposé, puisqu'on avait proposé à des réalisateurs célèbres britanniques comme Guy Hamilton de participer au tournage, de réaliser Dr No, mais que ces réalisateurs avaient renoncé, avaient refusé, parce qu'ils avaient peut-être peur de se lancer dans une série de films, et que finalement c'est Terence Young qui avait accepté, mais Terence Young avait déjà travaillé avec Albert Broccoli, avec le producteur, et c'est pour ça aussi qu'on avait fait appel à lui. Sylvia Trench. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Voilà, enfin on découvre Sean Connery. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que Sean Connery, eh bien, c'est un acteur complètement inconnu à l'époque, qui a fait surtout des téléfilms. Ce n'est pas l'acteur qui était pressenti au départ. On pensait beaucoup à d'autres acteurs, notamment à Roger Moore, mais Roger Moore n'était pas disponible puisqu'il tournait des séries télévisées, notamment Le Saint. On pensait aussi à Cary Grant, qui était un des proches des Broccoli, mais Cary Grant avait refusé parce que
enfin, il aurait été d'accord pour jouer un épisode, mais en fait, Albert Broccoli voulait un acteur qui soit récurrent dans les différents films de la série, puisque Broccoli avait déjà l'envie, évidemment, de faire toute une suite de films. Et puis, c'est finalement sur Sean Connery et sur cet inconnu que le casting est tombé. Et donc, évidemment, Sean Connery, c'est peut-être le plus emblématique encore aujourd'hui des James Bond. Alors, qu'est-ce qui caractérise Sean Connery? Eh bien, c'est cette espèce de virilité masculine importante. Donc, ce magnétisme sexuel, ce qu'on disait, cette élégance. Alors une élégance qui a été forgée, il faut le dire, en grande partie par Terence Young. Terence Young était une sorte un petit peu de dandy, de quelqu'un qui aimait profiter de la vie, qui dépensait beaucoup d'argent, mais qui avait un grand raffinement, qui a emmené Sean Connery chez les plus grands couturiers pour les costumes, pour les chemises. Et donc cette façon de se tenir, cette façon de parler, cette classe en fait, la classe de James Bond, eh bien, elle est venue beaucoup de la part de Terence Young qui a passé beaucoup de temps à discuter de la direction d'acteur avec Sean Connery. Ensuite, donc, on a dit cette espèce de découverte progressive du héros qu'on appelle dans le cinéma classique hollywoodien la figure de l'apparition. Comment est-ce qu'on crée une star? Comment est-ce qu'on fait d'un acteur une star? Il y avait quelque chose qui avait été mis en place dans le star system hollywoodien des années 20, 30, 40, 50. C'était de faire apparaître progressivement la star pour en faire un mythe. Et là, donc, on a eu droit à toute cette présentation, vous avez vu, progressivement, on découvre Sean Connery. Et donc, ça nous fait beaucoup penser à certains films hollywoodiens, et on va surtout penser à des films hitchcockiens. Alors, les films hitchcockiens, pourquoi? Parce que d'abord, c'est Hitchcock qui avait été pressenti par les Américains pour adapter les James Bond, mais bon, finalement, ça s'était pas fait puisqu'il n'avait pas obtenu les droits chez United Artists au début. Ensuite, on a parlé de Cary Grant parce qu'il avait été pressenti pour jouer, donc Cary Grant, acteur fétiche d'Hitchcock. Et puis ensuite, pour plusieurs choses, on pense à Hitchcock. On pense à Hitchcock parce que les casinos, c'est quelque chose, par exemple, on pense à des séquences de La main au collet, avec Cary Grant justement en 54 et Grace Kelly, des scènes où on voit apparaître justement Grace Kelly avec une très belle robe comme ça qui un petit peu à la manière de Eunice Gayson, contraste avec les autres membres qui sont présents au casino. Et puis cette classe de Cary Grant. On pense aussi surtout au niveau de la figure de l'apparition de la star au début des Enchaînés. Les Enchaînés, un film de 46 avec Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, à un moment donné, elle découvre dans une soirée Cary Grant, mais pour le spectateur, Cary Grant est présenté très progressivement et de dos. Donc on voit surtout Cary Grant de dos. Progressivement, on se rapproche, on entend d'abord la voix, et puis en fait, progressivement, vers la fin de l'extrait, avec un travelling circulaire, on va pouvoir découvrir le visage de Cary Grant. Donc finalement, une présentation classique dans Dr No de Sean Connery, et puis qui nous fait penser à des choses un peu hitchcockiennes. Je pense à Hitchcock aussi surtout parce que le deuxième film de Terence Young, le deuxième James Bond de Terence Young, Bon baiser de Russie en 63, l'année d'après, est un film typiquement hitchcockien. Et là, on pourrait citer des tas de choses, mais notamment les scènes équivalentes de train dans Bon baiser de Russie avec l'agent double blond donc dans Bon baiser de Russie, qui font directement référence aux scènes de train de La mort aux trousses en 1959 avec Cary Grant aussi. L'agent blond, alors il y a la blonde russe dans Bon baiser de Russie, puis il y a F. Kendall, il y a Eva Marisin dans La mort aux trousses. Et puis aussi, ce qui paraît flagrant, c'est Cary Grant qui court poursuivi par un avion dans La mort aux trousses, alors que dans la fin de Bon baiser de Russie, c'est Sean Connery qui est poursuivi par un hélicoptère dans le même genre de scène. Donc Terence Young très impressionné par le cinéma d'Hitchcock et qui rend vraiment hommage dans ses films souvent. Et puis à noter que dans Les Enchaînés et dans La mort aux trousses, Cary Grant joue quand même un agent secret et que ici, on est en présence d'un film évidemment avec des agents secrets. La dernière chose qu'il faut préciser sur ce plan, c'est évidemment un petit peu la désinvolture de James Bond, c'est-à-dire cette façon comme ça de ne pas y toucher, mais pourtant en fait en maîtrisant toujours la situation. Cet air un petit peu détaché, avec du recul, avec un humour qui sera instillé un peu par Terence Young, avec des répliques un petit peu cultes dans les James Bond, c'est ce qui va caractériser James Bond et surtout Sean Connery. Et puis au moment où ce moment d'anthologie du cinéma où Sean Connery se présente avec
en disant cette phrase célèbre, Bond, James Bond, eh bien on a aussi le thème musical qui est très célèbre. Alors c'est un thème écrit par Monty Norman et qui a été il est surtout connu pour avoir été orchestré et arrangé par le célèbre compositeur John Barry, qui est le compositeur de musique comme par exemple Out of Africa. Mr. Bond, I suppose you wouldn't care to, raise the limit? I have no objections. C'est pas possible, madame, c'est illégal, monsieur. No. C'est suivi, monsieur. Looks like you're out to get me. It's an idea at that. 8. 8 à la pompe. 9 à la banque. Excuse me. Thank you. Andre, I must pass the shoe. Challenger, I hope you'll forgive me, but it's most important. Thank you. Merci, monsieur, pour les employés. Merci, madame. Have those changed, will you? Too bad you have to go. Just as things were getting interesting. Yes. Alors dans les plans que nous venons de voir, qui viennent de se succéder, on voit, donc on va pas détailler tout, mais on voit très bien un jeu de chat et de souris entre James Bond et Sylvia Trench, c'est-à-dire entre Eunice Gayson et Sean Connery. C'est-à-dire que dans le début de l'extrait, c'est surtout elle qui a les plans rapprochés, c'est-à-dire qui a de l'importance. Ensuite, quand enfin on peut voir Sean Connery en plan rapproché, eh bien c'est lui qui reprend le dessus et elle se retrouve dans des plans qui sont moins rapprochés, qui sont un peu plus éloignés, des plans qui sont plus des plans américains. Mais au fur et à mesure de la conversation, elle essaye de reprendre le dessus et finalement, elle réussit à retrouver ses plans rapprochés qu'elle avait perdus. Et à ce moment-là, donc c'est lui qui décide de quitter la table. En quittant la table, James Bond, c'est lui un peu qui va décider que la scène est terminée et que c'est lui qui reprend le dessus sur la scène puisque c'est lui qui met un terme. Et à ce moment-là, comme elle, ça ne lui plaît pas et qu'elle a envie de reprendre le dessus, on constate que, eh bien, elle va quitter la table aussi et que c'est elle qui va embarquer la caméra avec elle, c'est-à-dire qui va entraîner ce travelling dans le plan sur lequel on s'est arrêté. Donc elle qui reprend la main. Alors non seulement elle a réentraîné le travelling, mais surtout elle se replace devant Sean Connery, c'est-à-dire qu'elle reprend la main sur lui. Tell me, Miss Trench, do you play any other games? I mean, besides chemin de fer. Golf, amongst other things. Tomorrow afternoon, then. Tomorrow? See now. And, we could have dinner afterwards, perhaps? Sounds tempting. May I, let you know in the morning? Splendid. Voilà, à noter que à la fin du plan précédent, eh bien Sean Connery a réussi à reprendre le pas sur Eunice Gayson, puisqu'il a réussi à la faire sortir du cadre en entraînant la caméra avec lui, mais que comme c'est un jeu de chat et la souris, eh bien dans le plan suivant, la caméra retourne sur elle et c'est elle de nouveau qui redéclenche le mouvement de caméra pour rejoindre Sean Connery. Donc à nouveau, elle a repris le dessus. En tout cas, elle a au moins réussi à retrouver le même niveau que Sean Connery et ils sont tous les deux donc dans ce cadre. Ensuite, dans le dialogue, il y aura aussi évidemment des petits jeux de chat et la souris puisque c'est lui qui veut fixer la date et l'heure du rendez-vous dans lequel ils vont se retrouver. Et évidemment, on sait dans la suite un petit peu de l'extrait et surtout du film qu'elle va encore essayer de le redevancer puisqu'ils doivent se voir le lendemain et finalement c'est elle qui va décider qu'ils se verront le soir même. Enfin, un dernier mot sur Eunice Gayson, le fait que c'est une des rares actrices à avoir eu le droit de jouer 2 fois dans des James Bond, 2 James Bond successifs, puisque Eunice Gayson réapparaît dans Bon baiser de Russie l'année d'après, en 63, et elle apparaît au tout début, au moment où Sean Connery apparaît, c'est-à-dire on le voit un petit peu avec la chemise ouverte, comme ça, tranquillement installé sur une espèce de barque. Et puis elle est là avec lui, et d'ailleurs elle reparle un petit peu de la mission de Sean Connery dans Dr No. Donc voilà, ça c'est un petit peu une James Bond girl qui revient, c'est assez rare. My number's on the card. Sophie's there, will you? James, where on earth have you been? I've been searching London for you. 007 is here, sir. He'll see you in a minute. Money penny. What gives?
Me, given an ounce of encouragement. You never take me to dinner looking like this, James. You never take me to dinner, period. I would, you know. Only Voilà, on entre maintenant dans la dernière partie de cet extrait. C'est la partie qui se passe au MI6. Le MI6, c'est donc le QG des services secrets britanniques. Et donc on va retrouver deux personnages importants, Moneypenny et puis ensuite M. Alors d'abord le bureau de Moneypenny. Alors ici on s'est arrêté sur un plan qui est intéressant, assez complexe. C'est l'entrée de James Bond dans le bureau de Moneypenny. Alors cette entrée, eh bien, elle est caractérisée d'abord par une figure importante dans les James Bond, c'est quand il lance son chapeau sur le porte-manteau. C'est une façon aussi d'insister encore sur le côté, la classe de James Bond qui est capable comme ça d'impressionner les femmes. N'oublions pas d'ailleurs qu'il vient de quitter une femme pour tout de suite aller se retrouver quelques plans après, 2 plans après avec une autre femme. Donc bon, là, une des caractéristiques aussi de James Bond, c'est homme à femme. Et donc, je disais, avant d'entrer vraiment dans la pièce, c'est son chapeau qui entre d'abord et qui entraîne le mouvement de caméra, le panoramique vers la gauche. Ensuite, Sean Connery rejoint son chapeau. Donc c'est-à-dire que le cadre avait abandonné Sean Connery, c'est Sean Connery qui est obligé d'aller rechercher le cadre, et il reprend possession du cadre et ensuite il entraîne ce travelling vers Moneypenny. Un travelling d'ailleurs qui est très très lent, un travelling avant très très lent, très très doux, qui est peut-être à l'image un peu de cette relation entre Moneypenny et Sean Connery tout au long des James Bond, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas spécialement forcément sexuel ou érotique, mais qui est plus du domaine un petit peu de l'amitié amoureuse, amitié, quelque chose de très affectif, de très touchant. Et donc cette douceur du travelling illustre bien ceci. À noter que par exemple dans Bon baiser de Russie, en 63 l'année d'après, eh bien, vous avez quasiment la même scène, sauf que James Bond est de l'autre côté, il est sur le côté gauche du cadre, mais c'est pour vous montrer que cette relation stable entre James Bond et Moneypenny, cette femme c'est celle qui revient le plus dans les films de James Bond, eh bien elle est toujours marquée par le même genre de plans, en fait des plans qui sont récurrents. Voilà. Et donc, on peut passer maintenant à la découverte du chef M. M would have me court-martialed for illegal use of government property. Flattery will get you nowhere, but don't stop trying. Now, Well, what's all this to do about? Strangways, and it looks serious. We've been burning the air between here and Jamaica for the last 3 hours. Oh, in you go. Don't forget to write. Good evening, sir. Happens to be 3 a.m. Voilà donc l'apparition pour la première fois dans un James Bond du personnage de M. Donc ici, ce qui frappe dans ce premier plan dans le bureau, c'est d'abord l'attitude de James Bond. Parce que vous aviez dans le début de cette séquence qu'on a étudiée ensemble, eh bien, une attitude plutôt quelqu'un de sûr de lui, comme ça, qui est sûr de son charme, qui est sûr aussi de son professionnalisme, et qui arrive là dans un bureau où on dirait plutôt un petit garçon, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu un petit peu toute je sais pas, sa confiance en soi, toute sa confiance en soi, et pour se retrouver face, presque, c'est un élève dans le bureau du proviseur. Et donc, quand il est à côté de la porte, il fait attention de ne pas faire de bruit, il a peur de déranger, et ensuite, là, il est debout, donc dans une position dominante par rapport à M, mais en réalité, c'est lui qui est complètement dominé, puisqu'on dirait un élève qui attend qu'on l'autorise d'ailleurs à s'asseoir, c'est ce que va faire M. Et donc, ici... vous voyez, en un seul plan, en fait, grâce au jeu de l'acteur, et puis aussi au positionnement de la caméra qui insiste comme ça sur cette différence de taille, mais quelqu'un qui ne se soucie pas, aime de regarder forcément James Bond parce qu'il termine d'abord ce qu'il a à faire, et bien en un seul plan, on a déjà mis en place les relations entre les deux personnages. When do you sleep, 007? Never on the film this time, sir. Sit down. Jamaica went off the air tonight, just like... Voilà donc la première apparition à l'écran de Bernard Lee. Bernard Lee, c'est l'acteur qui va jouer M pendant un très grand nombre de films de James Bond, jusqu'en 79. Ensuite, Moneypenny, eh bien, c'est Lois Maxwell, c'est quelqu'un qui va rester fidèle à James Bond jusqu'en 1985. C'est-à-dire que ces deux personnages du MI6 vont finir par
au fur et à mesure des épisodes, comme ça, par créer un environnement stable autour d'un personnage qui n'a pas de stabilité. D'abord, l'acteur va changer, on passera de Sean Connery à George Lazenby, Roger Moore, etc. Et puis ensuite, c'est un personnage qui ne garde jamais les mêmes James Bond girls, c'est un personnage qui ne va jamais dans les mêmes pays, qui change tout le temps d'endroit, qui change aussi de voiture, qui change de tas de choses. Et donc, peut-être il fallait dans ce chamboulement permanent des histoires de James Bond, eh bien, quelque chose de stable. Et ce qui est stable ici, c'est M et puis Moneypenny. Alors Bernard Lee, donc, cet acteur qui incarne parfaitement ce directeur des services britanniques qui est censé être imposant, qui est censé être impressionnant, qui est censé être charismatique avec beaucoup d'autorité. Alors on va dire un mot sur le fait que Ian Fleming, comment est-ce que Ian Fleming peut avoir l'idée d'écrire des histoires de services secrets de Sa Majesté? Eh bien, Ian Fleming d'abord était journaliste, mais au moment de la Seconde Guerre mondiale, en fait, il a rencontré un amiral qui s'appelle l'amiral Godfrey, et avec qui il s'est très bien entendu assez rapidement, et l'amiral lui a proposé de l'accompagner en tant que journaliste un petit peu dans ses voyages. C'est d'ailleurs à cette occasion que Ian Fleming a découvert de nombreux pays exotiques, et que ensuite c'est pour ça que dans les aventures de James Bond, on va un petit peu partout dans le monde. Ensuite, eh bien, ils se sont tellement liés d'amitié que non seulement Ian Fleming était très impressionné par le charisme, par l'autorité, et puis la position dominante de l'amiral Godfrey, à la fois dans la marine britannique et aussi dans les services secrets. Et donc finalement, Ian Fleming a fini comme ça par la petite porte, par entrer un petit peu dans les services secrets britanniques, en tout cas il a eu cette chance de pouvoir observer un petit peu le fonctionnement. Et Ian Fleming raconte que finalement, eh bien, M, c'est un petit peu une représentation aussi dans les livres, et puis au cinéma évidemment, du personnage de l'amiral Godfrey. Ce personnage qui était un petit peu comme ça, ronchon, qui était un petit peu... qui avait l'air jamais content, qui avait l'air toujours un petit peu de mauvaise humeur, mais qui, en fait, quand on apprenait à le connaître, eh bien, devenait un personnage qui était finalement très attachant et plutôt sympathique. Donc voilà, cet amiral Godfrey qui a servi comme ça à créer le personnage de M. Like that. Right in the middle of the opening procedure. We've checked up and Strangways has disappeared. So's his secretary. She was a new girl, we'd only just sent her out there. Or was Strangways on something special? Well, he was checking an inquiry from the Americans. They've been complaining about massive interference with their Cape Canaveral rockets. They think it comes from the Jamaica area. Does toppling mean anything to you? A little. It's throwing the gyroscopic controls of a guided missile off balance with a radial beam or something, isn't it? More or less. $5 million worth of missile aimed at a spot in the South Atlantic. But finishing up in the middle of the Brazilian jungle's bad enough. Now they're going to try orbiting a rocket around the moon. The American CIA sent a man down to work with Strangways. A fellow by the name of Lighthead. Voilà, plusieurs choses à dire. D'abord, M vient de parler ici du projet d'envoyer quelque chose sur la Lune. Ce qui est étrange, c'est qu'à la sortie du film, en octobre 62, eh bien, ça coïncide quasiment avec le moment où John Kennedy annonçait que les États-Unis avaient comme idée d'envoyer un engin spatial sur la Lune. Ensuite, c'est un moment où Bernard Lee donc, se redresse, se lève et finit par reprendre un petit peu le dessus, encore une fois, pour assurer... assumer un petit peu son autorité, sa position dominante par rapport à Sean Connery, donc le fait de se lever. Ensuite, Bernard Lee, donc j'ai dit, continue les James Bond jusqu'en 79, et ensuite il y aura une espèce de période comme ça qui manquera un petit peu d'acteurs charismatiques entre 79 et 95, et en 95, dans l'apparition de Pierce Brosnan dans GoldenEye, eh bien, on a en même temps l'apparition de Judi Dench, qui marquera donc, qui sera le nouveau personnage de M, très charismatique à nouveau, et qui Judi Dench a réussi à apporter sa personnalité, parce que le personnage avait été très marqué par Bernard Lee, et donc c'est important de préciser que ce personnage de M a été marqué surtout par deux acteurs, Bernard Lee et Judi Dench. Voilà. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que
on a constaté donc dans tous les plans qui viennent de s'enchaîner un chant contre chant assez classique, assez sobre, mais qui correspond à une mise en scène classique hollywoodienne qui soit assez transparente, où la mise en scène s'efface devant la discussion, puisque c'est une discussion importante sur les tenants et les aboutissants de la mission de James Bond. À noter que c'est une ambiance assez sérieuse où James Bond, à la manière d'un petit écolier, il écoute bien son maître et il prend bien note de ce qu'il va falloir faire, alors que on se souvient que dans Moonraker, avec Roger Moore, eh bien, dans les James Bond avec Roger Moore, surtout dans Moonraker, on se souvient que les situations étaient complètement inversées, c'est-à-dire que au lieu que ce soit M qui domine la scène, eh bien finalement c'était James Bond maintenant qui dominait la scène. On se souvient dans Moonraker qu'il arrive dans le bureau de M, mais l'arrivée est complètement différente, il est sûr de lui, il reste debout, mais pas comme un élève à qui on va demander de s'asseoir, mais parce qu'il domine les choses. Dans le bureau, vous avez 3 personnes, vous avez M, vous avez le ministre, et puis vous avez aussi Q, et c'est Roger Moore, par rapport aux 3 autres qui sont assis, qui prend le dessus, et ce qui est très drôle d'ailleurs, c'est que c'est Roger Moore qui va plutôt expliquer la mission aux autres, alors que dans les premiers films avec Sean Connery, c'était le contraire. Mais ça correspond à quelque chose finalement d'assez fort et profond, c'est la volonté que chaque acteur qui incarne James Bond se démarque clairement quand même du précédent pour qu'on n'ait pas trop une nostalgie. Donc Roger Moore n'essayait pas de faire du Sean Connery, il a notamment insufflé beaucoup d'humour, peut-être entraîné le personnage vers quelque chose de presque qui relève presque de la farce. Voilà. Do you know him? I heard of him, but never met him. Has he found out anything? Anything important? You'd better ask him. You're booked on the 7 o'clock plane to Kingston, and that gives you exactly 3 hours, 22 minutes. Armour, I'll have a set of background papers to date delivered to you at the airport in a self-destructor bag. You can study them during the flight. I want to know what's happened to Strangways. Sir? Take off your jacket. Give me your gun. Yes, I thought so. This damn Beretta again. I've told you about this before. You tell him. For the last time. It's nice and light. In a lady's handbag. No stopping power. Any comment, 007? I disagree, sir. I've used the Beretta for 10 years. I've never missed with a jet. Yeah, maybe not. But it jammed on your last job and you spent 6 months in hospital in consequence. If you carry a 00 number, it means you're licensed to kill, not get killed. And another thing. Since I've been head of MI7, there's been a 40% drop in 00 operative casualties, and I want it to stay that way. You'll carry the Walter. Unless, of course, you prefer to go back to standard intelligence duties. No, sir. I would not. Then from now on, you carry a different gun. Show him, Armour. Walter PPK. 7.65 mil with a delivery like a brick through a plate glass window. Takes a Brausch silencer with very little reduction in muzzle velocity. The American CIA swear by them. Thank you. Un moment important dans les James Bond, c'est la présentation des gadgets. C'est quelque chose maintenant qui est mondialement connu. Ici, on est presque déçu quand on revoit Dr No de se rendre compte qu'en fait, il n'y a aucun gadget. Alors, bon, il y en a quand même un, voire deux. Le gadget officiel, c'est que bon, on change, on laisse tomber le Beretta pour un Walter PPK. À noter que c'était un lecteur qui avait envoyé un courrier à Ian Fleming pour lui dire que en fait, les Beretta c'était plutôt des armes de femmes et qu'un agent secret aurait plutôt des armes comme un Walter PPK, plutôt plus approprié pour les hommes. Et c'est pour ça que dans les premiers livres de James Bond, il a un Beretta et qu'il faut attendre comme ça Dr No pour avoir un Walter PPK. Donc ça c'est une chose importante, c'est le seul gadget de l'histoire. Peut-être le deuxième gadget officieux, c'est que pour les besoins du tournage, il fallait que James Bond porte un costume qui soit particulièrement résistant. Il ne fallait pas qu'à chaque bagarre, on soit obligé de changer de costume ou d'aller le repasser. Et donc Terence Young avait fait concevoir pour Sean Connery un costume particulièrement robuste, et il avait même demandé à Sean Connery de tester des costumes en dormant dedans comme ça et en regardant si le lendemain matin en se levant, si le costume avait l'air toujours aussi propre et repassé. C'était donc c'est finalement un costume de ce type qui a été gardé, donc c'est une sorte en quelque sorte de gadget officieux. Voilà.
Ce qu'on doit dire aussi, c'est que ici l'armurier, donc incarné par Peter Burton, il s'appelle Boothroyd. C'est un personnage qui va disparaître dès le deuxième James Bond au profit du personnage ultra connu qui est Q, qui est joué par un acteur non moins connu qui s'appelle donc Desmond Llewellyn et qui jouera très très longtemps dans les James Bond et qui malheureusement qui n'apparaît plus maintenant. Et donc dès le deuxième James Bond, Bon baiser de Russie, on verra apparaître Q avec les premiers gadgets, notamment une histoire de valise qu'il faut ouvrir d'une certaine façon, avec des poignards, etc. Voilà. Ensuite, puisqu'on est dans des studios, je rappelle que le tournage de Dr No a commencé en janvier 62 directement en Jamaïque pour tous les extérieurs qui se passent dans la dernière partie du film et que c'est seulement fin février que toute l'équipe est revenue au studio Pinewood de Londres pour filmer la fin du tournage, mais dans les studios. Les studios et les décors qui avaient été conçus par Ken Adam, grand chef décorateur, puisque il a été repéré dans Dr No, notamment par Kubrick, qui le fait travailler en 64, 2 ans après, sur Dr Folamour. Et quelques années plus tard, Ken Adam obtiendra un Oscar pour les décors de Barry Lyndon. Voilà, donc ici, on est dans le bureau de M, dans la première séquence tournée dans les studios. La deuxième séquence, ça sera celle du casino dans le cercle qu'on vient d'étudier. Donc voilà, nous sommes là en février-mars 62 au moment du tournage. À noter aussi que dans Skyfall, avec Daniel Craig, eh bien, il y a une espèce de retour aux sources, puisque lorsque James Bond s'attend à avoir de nouveaux gadgets, eh bien, le nouveau Q arrive en fait et lui dit qu'il n'y aura pas de gadget, mais il aura simplement un revolver Walter PPK qui réagit aux empreintes digitales. Donc c'est la seule chose. Donc on a une sorte dans Skyfall de retour aux sources, la source de Dr No. Major Brother. Thank you, sir. Good night, sir. Any questions, 007? No, sir. All right, then. Best of luck. Thank you, sir. 007, Sir? just leave the Beretta. Oh, Miss Moneypenny, forget the usual repartee. 007's in a hurry. Ciao. Good luck. Voilà, c'est sur cette très belle image de Moneypenny qui reste seule dans le cadre et qui reste seule dans son bureau qu'on va terminer l'analyse de cet extrait. Je trouve cette image très belle parce que finalement Moneypenny, c'est elle qui sera un peu pendant toute la série d'épisodes de James Bond un peu triste et frustrée, toujours de ne jamais pouvoir accéder à l'amour de James Bond. Donc toujours un petit peu éconduite, mais finalement c'est celle quand même qui voit James Bond le plus longtemps. Et donc cette image un petit peu de solitude dans ce bureau, voilà, je trouve que c'est assez beau. Et voilà, pour terminer, eh bien, je dirais que évidemment, j'espère que cette analyse vous aura donné envie de revoir ou de découvrir James Bond contre Dr No, que évidemment cet extrait ne parle pas du tout de certaines choses qui sont fondamentales et qui sont majeures dans Dr No, c'est-à-dire notamment je pense à deux choses, c'est tout ce qui se passe en Jamaïque, c'est-à-dire d'abord c'est l'arrivée mythique d'Ursula Andress sur la plage avec le thème musical qu'on réentendra encore dans d'autres James Bond, notamment quand George Lazenby veut démissionner. Donc voilà, l'arrivée d'Ursula Andress, ça c'est quelque chose d'important. Et puis surtout la découverte de Dr No. Je pense qu'une des bonnes idées du film, c'est de n'avoir dévoilé le Dr No que dans les 20 dernières minutes du film. Joseph Wiseman, formidable acteur new-yorkais qui a été un peu grimé en asiatique pour l'occasion, campe un Dr No qui est glaçant, qui est vraiment très réussi en tant que méchant, un personnage qui, on a l'impression qu'il ne peut bouger que le visage, qui est extrêmement raide sur toutes les autres parties du corps avec des mains métalliques.
Et donc ces deux personnages, le personnage de Honey, Ursula Andress, et Dr No, Joseph Wiseman, voilà, sont parmi évidemment les moments les plus, les personnages les plus importants de Dr No. Donc évidemment, on n'en a pas parlé du tout ici. Et puis surtout, on a parlé de Ken Adam, mais c'est pas le bureau de M qui est le plus représentatif de son travail. Pour aller voir le travail de Ken Adam, il faut surtout aller voir les intérieurs des décors sur l'île du Docteur No, c'est-à-dire avec notamment cette pièce avec un soupirail géant, avec des grilles au plafond qui laissent entrer la lumière, notamment aussi la salle de la fin du film, la salle où on règle la radioactivité. Voilà, donc évidemment Docteur No, le premier, mais surtout peut-être le meilleur film peut-être de la série, parce que c'est le film qui avait réussi à atteindre une espèce de simplicité, d'aller directement à l'essentiel avec peu de choses finalement, peu de fioritures. C'était un film sobre, simple et ultra efficace. Voilà, merci.